Bonjour Dileb, bonjour Warda, bonjour Amine, bonjour Fouad, bonjour Jennifer, bonjour à tous ceux qui sont connectés pour ce grand live consacré à ce grand quiz consacré à l'UE1 du DSCG. On va parler de droit des sociétés, de droit pénal, de droit des contrats, de droit des entreprises en difficulté. Je vais vous envoyer des questions de connaissances essentiellement, et puis on va faire, si on a le temps à la fin, un ou deux petits cas pratiques de mise en situation. Je me présente, je m'appelle Emery de Vosges, je suis directeur de ProConta, un institut d'excellence spécialisé dans la préparation des examens de comptabilité DSCG, et bientôt DEC, et nous avons dans notre équipe pédagogique les spécialistes de l'UE1 et de l'UE4, puisque ce sont les deux matières que nous préparons, et notre préparation est axée sur un entraînement qui se concentre sur les points essentiels qui feront les dossiers de l'examen le jour J, avec des cours en live, en direct, des entraînements que vous devez faire et qui nous permettent de vérifier que vous êtes au niveau, avec un objectif, c'est que vous validiez tous, que vous ayez tous la moyenne à l'UE1 et si possible même une note très supérieure à la moyenne pour vous garantir l'obtention du DSCG. Alors on va commencer par la première de ces questions de connaissances que je vous présente maintenant. Et j'attends de vous, comme je vous le disais, que vous soyez le plus réactif possible. J'attends de vous que vous me répondiez dans le chat. Le but de ce live, c'est qu'il soit donc interactif. Et on commence tout de suite par des questions de droit des contrats. Questions faciles, mais c'est des questions qui tombent tellement souvent que j'ai envie de vous les reposer. J'ai choisi de vous poser ce soir sont des questions qui sont inspirées des annales de ces dernières années. Donc on est vraiment chez ProConta obsédé par une chose, c'est de coller au plus près des attentes des concepteurs de l'examen et des correcteurs de l'examen afin de vous préparer sur des exercices qui sont les plus proches de ceux que vous aurez en octobre prochain. Alors on y va. Peut-on rompre des pourparlers de façon unilatérale ? Réponse A, oui. Réponse B, non, sauf à devoir indemniser l'autre partie en réparation de son préjudice. Et les réponses commencent à arriver dans le chat. Fouad me dit oui, on peut rompre des pourparlers de façon unilatérale. Lisa me dit oui également. Clémence oui, Lionel oui, Thibaut oui, Yasser oui. Donc pour le moment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la réponse A. Alors évidemment, pour ceux qui ont déjà suivi les lives d'entraînement que j'ai pu faire dans les dernières semaines, vous savez que ce sont une question que j'aime bien poser. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors là, si c'est la réponse B, vous vous plantez tous. Hein. Je suis surpris par une telle unanimité autour de cette première question. Vous dites tous réponse A et la bonne réponse est effectivement la réponse A. Oui, tout le monde avait raison, sauf Ferial. Ferial qui a répondu B. Non, vous avez tous... à part Ferial, tous la bonne réponse. Effectivement, oui, on peut rompre des pourparlers de façon unilatérale. C'est la conséquence du grand principe de liberté contractuelle. On a la liberté de contracter, mais aussi de ne pas contracter. Et la liberté de ne pas contracter implique le droit de rompre les négociations de façon unilatérale. Alors, question 2, qui va très souvent avec, évidemment, la partie lésée par la rupture peut-elle obtenir réparation? Alors, A, réponse A, oui. Réponse B, non. La liberté contractuelle implique la liberté de rompre librement les négociations. Réponse C, oui, si la rupture est abusive. Alors, allons-y pour la réponse 2. Ce que je vous invite à faire dans le chat pour que je sois bien sûr de la question à laquelle vous répondez, c'est de m'indiquer le numéro de la question à laquelle vous répondez et de me mettre la réponse juste après. Donc là, par exemple, vous m'indiquez réponse 2 et puis vous me donnez la réponse qui est la vôtre juste après, afin que je ne confonde pas les réponses qui concernaient la question précédente et celles qui concernent cette question-là. Alors on y va. Voilà, comme Clémence est en train de le faire. 2, vous voyez, et après réponse C. Alissa, Storey, Fouad, je comprends que vous répondez à la question 2, mais par la suite, comme il va y avoir de plus en plus de questions qui vont s'enchaîner, je risque d'être un peu perdu parmi les réponses que vous donnez, donc je préfère que vous commenciez par me donner le numéro de la question, donc numéro 2,
et ensuite la réponse. Et là, vous êtes à nouveau assez unanime hein, pour me dire que c'est la réponse C. Réponse C, Lionel, Yasser, Ariane précise, oui, c'est la rupture est abusive, c'est-à-dire si l'autre partie avait engagé des investissements importants. On va revenir sur cette précision, Ariane, je te remercie d'avoir développé, c'est intéressant. Thibaut, Pierrick, Sand, Ferreira, Francis, Torret, Alissa, Clémence, tout le monde répond que c'est la réponse C qui est la bonne, et vous avez raison absolument, oui, mais seulement si la rupture est abusive. La rupture peut donner droit à réparation si donc elle est abusive, si elle est de mauvaise foi, en un mot, si elle est fautive. Alors je voudrais revenir sur ce qu'a répondu Ariane, qui disait oui, on peut obtenir réparation si la rupture est abusive, entre parenthèses, Ariane précisait si l'autre partie avait engagé des investissements importants. Ce qui caractérise le caractère abusif de la réponse, c'est pas le fait que de la rupture, c'est pas le fait que l'autre partie ait engagé des investissements importants, ça n'a rien à voir. Ça va être la façon dont la rupture s'est déroulée. Est-ce qu'elle est en un mot normale ou est-ce qu'elle est au contraire brutale? Est-ce qu'elle est motivée par une bonne raison ou pas? Et ça, c'est un faisceau d'indices qui va être laissé à l'appréciation des juges qui vont regarder de près et qui vont ensuite, si ils considèrent que la rupture est effectivement abusive, bien indemniser la partie, celle des deux parties qui avaient mené les négociations puis qui tout d'un coup se retrouvent brutalement abandonnées par l'autre partie, et elle va être indemnisée de quoi, cette partie, qui est un peu lésée? Eh bien, pas du gain qu'elle aurait pu espérer obtenir de la réalisation de ce contrat, mais elle va être indemnisée du montant des investissements qu'elle a pu faire, des engagements qu'elle a pu prendre auprès des avocats, par exemple, ou des conseils pour le bien de la négociation. Hein, c'est ça qui est important, c'est que on va regarder ce qu'elle avait engagé comme frais pour la négociation, et ce sont ces frais-là qui vont donner lieu à une indemnisation. Et donc la qualité, enfin le caractère abusif de la rupture ne va pas dépendre de la quantité de ces frais engagés, mais bel et bien des modalités avec lesquelles cette rupture s'est produite. Alors, sur quel fondement? Question 3. Et je scrute le chat parce que je vois que vous êtes très actifs et j'aime bien ça, mais j'insiste pour bien vous demander de faire précéder votre réponse du numéro de la question. Donc là, réponse 3. Question 3. Sur quel fondement la partie lésée peut-elle demander réparation? Réponse A, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Réponse B, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Alors, je scrute à nouveau le chat et j'attends de vous que vous me répondiez. Donc on est d'accord, on est dans la situation où nous avons deux parties qui sont en pourparlers. Les pourparlers, c'est la négociation. L'une des deux parties rompt brutalement les négociations. L'autre partie veut obtenir réparation, veut obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés pour cette négociation. Sur quel fondement peut-elle demander réparation? Est-ce que c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle? Les réponses commencent à arriver. Clémence, Jennifer, Sand, Ferreira, Alissa, Fouad, Yasser. Non, tout le monde, pour le moment, sauf Yasser, est d'accord pour dire que c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Réponse A. Yasser répond au contraire la réponse B, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Colly, Lisa, Kathleen disent que c'est la réponse A. Storet me dit réponse B. Pierrick et Ferial me disent la réponse A, tout comme Julie qui dit la responsabilité délictuelle car le contrat n'est Julie Solaire, la responsabilité délictuelle, donc réponse A, mais elle précise, Julie, et je le remercie, car le contrat n'est pas encore signé. Thibaut me dit réponse B. Ah là, on a là pour la première fois une question qui est déjà un peu plus tranchée. Hein. Thibaut, Lionel, Amine, tous les trois, réponse B. La responsabilité contractuelle. Nicolas, Alexandra, Matt répondent, d'ailleurs Elanie Abdelkader me disent réponse A. Responsabilité délictuelle, tout comme Francis, Dima. En revanche, Awa n'est pas d'accord et pense que c'est la responsabilité contractuelle. Très belle interactivité, beaucoup de réponses. Mathilde, Mohamed, Coralie, Sarah me disent également réponse A, responsabilité délictuelle. À vue de nez, j'ai l'impression qu'on est sur un ratio 3 quarts, 2 tiers, 3 quarts pour la réponse A et 1 tiers, 1 quart pour la réponse B. Alors, je remercie Julie Solaire qui nous explique pas simplement
qui nous donne pas simplement la bonne réponse, mais qui nous explique pourquoi. La bonne réponse, c'est la réponse A, c'est la responsabilité délictuelle. Pourquoi? Parce que la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un contrat. Il faut que le contrat ait été conclu pour qu'on puisse engager la responsabilité contractuelle. Or là, ici, les pourparlers n'ont pas été, à leur terme, ils ont été rompus par hypothèse, c'est le principe, et le contrat donc n'a pas été conclu. Le contrat n'ayant pas été conclu, puisque les négociations ont été rompues, on ne peut pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Et donc, ce sera forcément sur le terrain de la responsabilité délictuelle qu'il faudra engager des poursuites si on veut obtenir réparation. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu réponse A. Et Amine, Lionel, Thibault, Storey, il faut que vous compreniez bien ça parce que c'est une question qui tombe souvent et c'est assez facile. Retenez bien qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité contractuelle quand les pourparlers ont été rompus parce que le contrat n'a pas été conclu. C'est vraiment important parce que c'est des questions qui tombent très souvent. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une question là-dessus en octobre prochain. Allez, je continue avec la catégorie suivante, droit des entreprises en difficulté. Désolé pour le petit réglage. Vous voyez apparaître les phrases un peu tronquées, mais ça ne va pas nous empêcher de les lire. Une entreprise est en cessation des paiements quand elle est dans l'impossibilité A, de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible, B, de régler ses dettes liquides avec son actif disponible, C, de régler ses dettes échues avec son actif disponible. Là encore, mettez bien la réponse, le numéro de la question avant. Quant à Storey qui me dit ce n'est pas un contrat tacite, non, pour la question précédente, l'énoncé c'était les pourparlers ont été rompus, donc il n'y a pas de contrat, pas du tout. C'est une autre question de savoir si un contrat a pu être conclu de façon tacite, mais là c'était pas du tout le cas. Alors on y va. Réponse, question 4. Fouad, Alani, Dima, Nicolas, Colli sont tous les 5 d'accord avec Jennifer pour dire que c'est la réponse A. Une entreprise est en cessation des paiements quand elle est dans l'impossibilité de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible. Tout comme Pierrick qui répond également A, Clotilde A également, Mathilde répond A, Mohamed répond C, de régler ses dettes échues avec son actif disponible. Thibault répond également A, Audrey me répond A. Ça, c'est vraiment la cessation des paiements, une notion qui tombe souvent et qui ne doit vous poser aucun problème. Il faut absolument que vous la maîtrisiez bien et visiblement c'est le cas puisque vous êtes très nombreux à m'avoir répondu la réponse A et c'était bien ça. L'entreprise est en cessation des paiements lorsqu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est ça les deux expressions qu'il faut retenir. Cessation des paiements, passif exigible supérieur à l'actif disponible. Alors, on va rentrer un peu maintenant dans le détail qui compose l'actif disponible. Je réponds au passage à une question de Bintou qui me dit, alors à propos de la question de droit des contrats qu'on avait vu juste avant, quel serait le délit accompli par une personne ayant rompu le contrat de manière abusive? Il n'y a pas de délit, Bintou, parce que ce n'est pas du droit pénal. C'est en droit pénal qu'on trouve les 3 infractions, contravention, délit, crime, les 3 catégories d'infractions. Mais là, on est en droit des contrats, on est donc au civil. Et en droit civil, il n'y a pas de délit. Il y a des principes, notamment le principe de la liberté contractuelle et le principe de la négociation de bonne foi. Et donc là, c'est ce principe-là qui a été bafoué, tout simplement. Les commerçants doivent respecter l'obligation de bonne foi quand ils négocient, sinon ils prennent le risque d'être condamnés à indemniser leurs co-contractants, mais c'est pas du droit pénal, c'est du droit civil. Donc il n'y a nulle part ici de notion de délit ou de crime ou de contravention. Carmen nous a rejoint, salut. Et on y va donc pour la question 5, l'actif disponible est composé de A, toutes les liquidités et les sommes que le débiteur peut se procurer immédiatement, comme des lignes de crédit. B, toutes les liquidités et les créances, les immobilisations et l'actif immobilier. Coralie me dit B. Dima me dit, comme Fouad, comme Kathleen, comme Jennifer, A. Nicolas me répond B. Elani, Quentin, Thibault, Yasser, Pierrick, Sophie, San Ferreira, Alexandre me répondent A. Lionel, B. Lisa, A. Amine, B. Sarah,
me dit A. Ferial A. Alissa, Francis, Julie A. Storet me répond B. Donc là aussi, c'est assez partagé, même si je crois voir dans le chat une majorité de réponses A quand même. Et vous avez bien raison. Je vous remets la définition ici. Vous avez raison de dire que c'était la réponse A. Je vous remets la définition de la cessation des paiements en haut. C'est donc lorsqu'une entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et donc, je vous mets une première brique qui est la définition de l'actif disponible. L'actif disponible est composé de toutes les liquidités et de toutes les sommes que le débiteur peut se procurer immédiatement. Sont donc exclus quoi? Les sommes qu'il ne peut pas se procurer immédiatement, comme certaines créances, les immobilisations et l'actif immobilier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se procurer ces sommes immédiatement? Ça n'est pas liquide. Quand vous détenez un immeuble, on ne peut pas considérer que c'est un actif disponible dans la mesure où vous ne pouvez pas obtenir le fruit de cet actif immédiatement. Vous savez, comme moi, que pour vendre un immeuble, eh bien, il faut au minimum 3 mois, et souvent plus, puisqu'il y a une négociation avant, donc on considère que ça n'est pas un actif disponible. Du point de vue de la notion de cessation des paiements. Alors, le passif exigible, maintenant, il est composé A, des dettes certaines, liquides et exigibles, B, des dettes certaines, liquides et exigibles, à condition qu'elles soient effectivement exigées par les créanciers. Alors allons-y pour cette question 6. J'attends vos réponses dans le chat. Faut-il, autrement dit, que les créanciers aient effectivement réclamé le paiement de leurs créances pour qu'on considère que ces créances, pour qu'on comptabilise ces créances dans le passif exigible, ou suffit-il qu'elles soient exigibles pour les prendre en compte dans le calcul du passif exigible? À vous de me dire. Et là, question un peu plus tricky, un peu plus pointue. Seuls Colli et Alexis se sont lancés pour le moment. Colli me répond A. Lisa également. Lisha, Nicolas sont tous d'accord pour me dire que c'est la réponse A. Le passif exigible est composé de dettes certaines, liquides et exigibles. Jennifer, Kathleen, Mohamed également. Samir aussi. Julie aussi. C'est une question finalement qui j'ai l'impression fait pas mal l'unanimité, contrairement aux précédentes. Lionel me répond B, en revanche. Mohamed me répond A. Francis également me dit réponse A. Sarah, réponse A. Je vous remercie de participer. C'est vraiment bien parce que c'est tout l'intérêt de ce genre de live, que vous soyez actif, en situation d'entraînement et pas simplement passif à m'écouter. Parce qu'en fait, l'enjeu au DSCG, c'est pas tellement d'apprendre, c'est de savoir restituer ses connaissances et de le savoir. Et donc, tout l'intérêt de notre accompagnement chez ProConta, c'est de vous faire participer, de vous entraîner, de vous mettre en situation. Vous aurez beau apprendre par cœur des milliers de pages, vous risquez fort de vous planter le jour J si vous ne vous êtes pas assez entraîné. Donc, tout l'enjeu, c'est vraiment de vous entraîner régulièrement. Alors là, c'est sur des tests de connaissances très précises, mais on fait aussi des entraînements, comme on va le faire tout à l'heure, sur la base de cas pratiques. Et donc, c'est comme ça qu'on s'entraîne au DSCG, en fait. Pour réussir le DSCG, il faut faire des centaines et des centaines de questions comme celles qu'on est en train de faire. Et tout le monde est d'accord pour me dire que c'est la réponse A. Et donc, oui, je vous confirme, le passif exigible, ce sont les dettes certaines, liquides et exigibles, celles qui sont arrivées à échéance, même si elles ne sont pas exigées par les créanciers. Vous aviez donc, pour la plupart, la bonne réponse. Question 7. Le débiteur, en état de cessation des paiements, A, doit le déclarer en sollicitant l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. B, peut le déclarer s'il souhaite solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Autrement dit, la cessation des paiements entraîne-t-elle une obligation ou une possibilité pour celui qui est aux commandes de l'entreprise, le gérant ou son président selon la forme sociale? Et vous me dites, alors, réponse, question 7. Il n'y a pas encore de question 7 qui arrive dans le chat. La cessation des paiements entraîne-t-elle une obligation ou une possibilité? Alexis, j'imagine que tu réponds à la question 7. Donc,
Tu n'as pas écrit le numéro de la question, mais je pense. Donc, tu me dis réponse B. Clotilde, Samir, Ariane me répond A. Ariane précise même, il doit le déclarer dans les 45 jours. Voilà, Mohamed, Sophie, Alexandre me répondent tous les trois A également. C'est une obligation. Jennifer est d'accord, répond A. Obligation, difficulté. Qu'est-ce que la période suspecte? A. C'est la période se situant entre la date de cessation des paiements de la société et le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou B, c'est la période pendant laquelle le juge d'instruction étudie les actes passés par les gérants de sociétés soupçonnés de délit. Alors, je scrute à nouveau le chat pour regarder. Pas encore de réponses qui apparaissent pour la question 8. On parle de la période suspecte. C'est important que vous connaissiez bien sûr cette définition, mais l'important encore plus, ce sera de savoir les utiliser, ces connaissances, dans le cadre des dossiers qui tomberont en octobre prochain à lieu 1. Kathleen, Dima, Youssef, Alexandre, Julie, tout le monde me répond. Réponse A, la période suspecte est la période se situant entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure collective. Tout le monde est d'accord. Audrey, Sophie, Oli, Yasser me répondent également A. Mohamed, réponse A. Pierrick, pareil, finalement. Question qui fait là encore l'unanimité. J'aurais dû faire des questions plus difficiles, en fait, quand je vois le chat. Mais vous allez voir, ça va se corser un peu après. Tout le monde est d'accord. Et vous avez raison. La période suspecte, voici la réponse, est donc la période se situant entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure collective, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Et pendant cette période suspecte, ça a quoi de définir la période suspecte? Eh bien, ça permet de se rappeler que c'est une période pendant laquelle les actes conclus par l'entreprise peuvent faire l'objet d'une remise en cause a posteriori. On considère que c'est une période pendant laquelle il va y avoir une limitation des droits du gérant ou du président, en tout cas du responsable de l'entreprise, et qui donc vont faire que ces actes vont être observés de près et vont potentiellement être déclarés nuls s'ils sont considérés comme anormaux. On passe en droit pénal maintenant. Question 9. Quelle est la différence entre l'abus de biens sociaux et la banqueroute? A. L'abus de biens sociaux a lieu avant la cessation des paiements, la banqueroute après. B. La banqueroute a lieu avant la cessation des paiements, l'ABS après. Alors, on va voir si vous êtes tous autant d'accord pour la question 9 que pour les questions 7 et 8 qui avaient fait, je vous le rappelle, l'objet d'une belle unanimité. Donc, on est en droit pénal maintenant. Deux infractions assez classiques qui tombent souvent à lieu 1 du DSCG, l'abus de biens sociaux et la banqueroute. Et c'est Sarah qui s'est lancée la première avec la réponse A, Alani, Elani, réponse A, Thibaut, réponse A, Jennifer, réponse A. Quentin, qui nous a rejoint, réponse A. Alissa, réponse A également. Pierrick, bon, finalement, à nouveau, belle unanimité. Tout le monde pense que l'ABS a lieu avant la cessation des paiements et que la banqueroute a lieu après. Eh bien, c'est juste, vous aviez raison. L'abus de biens sociaux concerne les faits commis avant la date de cessation des paiements et la banqueroute, les faits qui sont commis après. Alors, je vous rappelle que la banqueroute concerne 5 situations. D'abord, la poursuite d'activité en utilisant des moyens ruineux pour retarder l'ouverture de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire. Deuxième acte qui peut caractériser la banqueroute, le détournement ou la dissimulation d'actifs. Troisième acte, l'augmentation frauduleuse du passif. Quatrième acte, la tenue de comptabilité fictive. Et enfin, la tenue d'une comptabilité irrégulière. On continue en droit pénal avec une question sur d'autres infractions, deux infractions qu'on confond parfois. Quelle est la différence entre l'abus de confiance et l'escroquerie? A. Dans l'abus de confiance, la chose est remise préalablement par la victime dans le cadre d'un contrat. Dans l'escroquerie, c'est grâce à des manœuvres frauduleuses que la chose est remise par la victime. Et B. L'abus de confiance est l'équivalent de l'escroquerie, mais pour les personnes morales. Alors, quelle est la bonne réponse? Quelle est la différence entre l'abus de confiance et l'escroquerie? Ariane est la première à se lancer et me répond A. Kathleen est d'accord avec Ariane. A. Quentin également. Alexandre également. Ferial également.
Alissa, également d'accord. Sarah, pareil. Audrey, pareil. Et je vous montre la réponse. Dans le cadre, alors, je vous rappelle que dans le cadre du vol, la victime est dépossédée de son bien contre sa volonté. Alors que pour l'escroquerie et l'abus de confiance, il y a eu une remise de la chose par la victime. Attention, attention. Attendez, pardon, ne quittez pas. Pardon, j'arrive. Pardon, excusez-moi, petit problème technique, je remets l'ordinateur en place, tout va bien, tout va bien. Et donc, je vous disais, dans le cadre du vol, la victime est dépossédée de son bien contre sa volonté. Pour l'escroquerie et l'abus de confiance, la chose qui a été soustraite à son propriétaire l'a été, mais à la suite d'une remise volontaire. Dans l'abus de confiance, la chose a été remise préalablement par la victime dans le cadre d'un contrat. Dans l'escroquerie, c'est grâce à des manœuvres frauduleuses que la chose est remise par la victime. Et on voit que l'abus de biens sociaux dont on parlait juste avant est une variante finalement de l'abus de confiance. On détourne des biens de la société, mais ces biens ont été finalement remis à la possession du gérant préalablement, et donc il les a détournés. C'est de l'abus de confiance. On continue avec une série de questions de droit des sociétés. Pour un gérant, isoler le patrimoine immobilier d'une société d'exploitation dans une SCI permet de A. Se protéger en cas de faillite. Inspire certains d'entre vous. Pardon pour le problème technique. Amine me répond. Réponse A. Lucie. Réponse A. Pierrick, oui, ça bug, désolé, mais normalement c'est revenu. Il y a eu un petit problème de câble en fait. Un câble a été arraché, je suis désolé, mais c'est revenu. Alors, Ferial me dit A et C. Lionel me dit réponse B. Est-ce que ça fonctionne là? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug, mais je crois que ça y est, c'est revenu. C'est bon. Je crois que nous sommes tous de retour ensemble. Pardon pour cette interruption technique. Alors, Quentin me dit réponse C. Dima, réponse A et C. Francis, réponse A. Bintou et Lawan, réponse A et C. Ferial répond oui. Ce n'était pas une proposition de réponse, mais ça veut dire que ça remarche, je pense. Eric, ASC, Mohamed A. Alors, je vous annonce que personne n'a la bonne réponse encore. Jennifer, réponse C. Et c'est Nicolas qui gagne, qui a compris absolument la bonne réponse. C'était A, B et C. Je vous avais pas dit au début si c'était une seule réponse possible ou plusieurs, mais c'est une petite question piège. Effectivement, les principaux avantages de créer une SCI distincte de la société d'exploitation sont les suivants. Protection du patrimoine des associés, réduction de l'imposition de la société d'exploitation et préparation de la transmission de l'activité ou du patrimoine immobilier. Absolument, Julie, Dima, vous aviez raison, c'est les trois. C'est une question qui est tombée récemment dans les annales et qui est assez courante, classique, effectivement. Alors, je continue avec une question de droit des sociétés, toujours. Dans une SARL de famille, les associés doivent être unis. Ah, il y a une énorme faute d'orthographe. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il faut absolument que vous respectiez la langue française. Vous rappelez que votre correcteur qui aime le droit pour corriger les copies de l'UE1, il est juriste lui-même, peut-être enseignant même en droit, avocat, mais en tout cas il aime bien le droit. Et quand on aime le droit, eh bien on est très sensible au respect de la langue française. Et écrire doivent être unis, UNI, comme je l'ai fait, et oublier un S, c'est impardonnable à l'UE1. Et donc il faut être très vigilant. Je vous rappelle que vos copies vont obtenir une note en fonction de ce que vous allez écrire dedans, mais aussi grâce à leur respect de l'ensemble de la forme et de l'esthétique qu'on est en mesure d'attendre d'un candidat au DSCG qui doit savoir écrire correctement. Et donc pour ça, il faut écrire au stylo plume, évidemment, et pas au bic, sinon ça fera des ratures. Et il faut écrire correctement, sans faute d'orthographe. Donc je relis la question. Dans une SARL de famille, les associés doivent être unis les uns aux autres par un lien de parenté A, de sang ou d'alliance, direct ou collatéral, jusqu'au 2e degré maximum. B, de sang ou d'alliance directe jusqu'au 2e degré maximum, mais collatéral au 1er degré uniquement. Ou C, direct ou collatéral jusqu'au 2e degré maximum, mais de sang uniquement. Et beaucoup de réponses commencent à arriver. Nicolas, Pierrick, Lucie, Jennifer, Sarah, Coralie, Sand, Ferreira, Thibaut sont d'accord avec tous ces gens-là sont d'accord pour dire A.
Francis me dit au contraire que c'est le B, Dima le A, Matvisio le A, Kathleen dit B, Mohamed et Amine disent tous les deux que c'est la réponse A. Eh bien, la bonne réponse, c'était bien la réponse A. Dans une SARL de famille, les membres de la famille doivent être unis, et là le S est revenu, par un lien de parenté ne dépassant pas le deuxième degré, ces liens pouvant être de sang ou d'alliance, directe ou collatérale. Alors ça donne quoi si on essaie de rappeler ce que c'est que le calcul des degrés, le deuxième degré, c'est quoi? Eh bien, la ligne de parenté peut être en ligne directe ou en ligne collatérale. En ligne directe, c'est penser à une ligne verticale, ascendant-descendant. Et dans ce cas, le nombre de degrés est égal au nombre de générations qui séparent les deux personnes concernées. Par exemple, on compte 1 degré par génération. Donc, entre un père et son fils, il y a 1 degré. Et entre un grand-père et son petit-fils, il y en a 2. Et ça, c'est pour le cas de la ligne directe. Comment calcule-t-on les degrés en ligne collatérale? Donc, collatérale, c'est donc, imaginez un trait, une ligne horizontale. Donc, lorsqu'il s'agit de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, eh bien, dans ce cas, il faut remonter à l'ancêtre commun, compter 1 degré à chaque génération, puis redescendre jusqu'au parent collatéral en ajoutant 1 degré de la même façon. C'est un peu plus subtil, mais donc, entre un frère et une sœur, eh bien, il y a 2 degrés. Pourquoi? Parce qu'on va remonter à l'ascendant commun, 1 degré pour remonter, puis on va redescendre vers, par exemple, si on passe du frère à la sœur, on va faire frère, parent, et puis on redescend la sœur, ça fera donc 2 degrés. Et un neveu et son oncle sont donc parents, quant à eux, au 3e degré. Il faut savoir calculer les degrés parce que c'est une question qui peut tomber. C'est intéressant, c'est une très bonne façon de savoir si vous ne connaissez pas simplement la théorie, mais si vous savez l'appliquer. Alors, question de droit des sociétés, toujours question 13. Quelle est la principale différence entre une fusion-absorption et un rachat de société? A. Les taxes sont différentes. B. Pour respecter le droit de la concurrence, toute opération de fusion doit être autorisée par le tribunal de commerce. C. Dans une fusion-absorption, la société absorbée est dissoute, contrairement à une opération de rachat de société. Alors, je lis le chat et je vois les réponses qui commencent à arriver. Sand Ferreira me répond C, tout comme Coralie, tout comme Julie, tout comme Clotilde. Vous considérez que la principale différence entre une fusion-absorption et un rachat de société, c'est que dans une fusion, la société absorbée est dissoute. Pierrick me répond C, Lisa me répond C, Ariane répond C également. Francis, C également. Clémence, C également. Vous avez tous raison, absolument. Dans la fusion-absorption, il y a une transmission universelle du patrimoine, mais c'est pas tellement, et là vous le savez, mais c'est pas tellement l'effet principal. L'effet principal, c'est que la société absorbée disparaît. Elle est dissoute, contrairement au cas au rachat de société, qui est une opération très différente et qui correspond à l'acquisition ou à la cession des titres d'une société par une autre, mais dans cette opération, les titres changent de main, ils changent de propriétaire, mais la société en tant que telle, elle continue d'exister, elle n'est pas dissoute. C'est donc ça, vous avez tous raison, la bonne réponse. Question 14. On revient en droit des contrats, parce que je sais que c'est une question qui pose souvent problème. Une catégorie de questions, un dossier qui pose souvent problème. Si l'un des co-contractants n'exécute pas le contrat, il engage sa responsabilité contractuelle et devra indemniser son co-contractant A. De tous les préjudices causés par l'inexécution. B. Uniquement des dommages prévus ou prévisibles. C. Uniquement des dommages prévus ou prévisibles, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, où dans ce cas, il devra tout indemniser. Voilà une question qui est un peu plus difficile, je trouve, tricky que les autres. On va voir si elle fait autant l'unanimité que les précédentes. Question 14, je la relis. Si l'un des co-contractants n'exécute pas le contrat, il engage sa responsabilité contractuelle et devra indemniser son co-contractant. A. De tous les préjudices causés par l'inexécution. B. Uniquement des dommages prévus ou prévisibles. C. Uniquement des dommages prévus ou prévisibles, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, ou dans ce cas, il devra tout indemniser. Alors, les réponses arrivent. Thibaut me dit réponse A. Francis me dit réponse B. Et Julie me dit réponse C. Voilà, comme prévu, les 3 premières réponses sont différentes déjà, vous n'êtes pas d'accord. Sarah me dit réponse A, Quentin réponse C, Amine
me dit réponse A, Sand Ferreira, C, Lisa, A, Ferial, C, Pierrick, C, Mérida, A, Ariane, B, Justine, C. Là, il y a énormément de divergences. J'ai l'impression que vous êtes à peu près un tiers à considérer que c'est la A, un tiers la B, un tiers la C. C'est une question qui est assez pointue, effectivement, mais qui est tombée très récemment pour ceux qui ont passé le DSCG l'année dernière, vous le savez. C'était la première question du dossier de droit des contrats. Et la réponse, c'est donc la réponse C. Lorsqu'un contrat est valablement conclu, il doit être exécuté par les parties, c'est la force obligatoire du contrat. Donc, si l'un des co-contractants, il y a encore un S qui manque, n'exécute pas le contrat ou l'exécute mal, pareil, il engage sa responsabilité contractuelle, pour le coup, parce que le contrat a été formé. Il devra donc indemniser son co-contractant du préjudice causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par préjudice? Parce qu'il peut y avoir des préjudices en cascade qui sont plus ou moins directement liés à l'inexécution. C'était le cas dans le cas de... Ouh là là, est-ce que tout va bien? Oui, je crois que c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un bug. C'était le cas en octobre dernier de cette histoire de la SNCF qui est en retard et qui du coup fait rater sa correspondance à l'un des passagers qui devait prendre un avion. Il rate son avion et puis il devait partir en Chine avec cet avion pour aller négocier des gros contrats. Et du coup, tout ça, il rate l'avion. Donc, il rate le contrat. Donc, il demande à la SNCF réparation pour des sommes astronomiques. Et on voulait savoir jusqu'où allait s'arrêter l'indemnisation. Et donc là, en l'occurrence, on vous rappelait dans les annexes, il y avait des annexes quand même, que cette indemnisation, elle ne concernera que les dommages prévus ou prévisibles. Les annexes qui étaient présentées en octobre dernier, vous vous en rappelez peut-être, c'était l'article 1231-3 du Code civil et l'article suivant. Alors, question droit des contrats, à quel moment est conclu un contrat électronique? Allez, on y est presque, on continue. Je voudrais qu'on aille au bout de ces questions. À quel moment est conclu un contrat électronique? A, à la date où l'acceptation parvient au vendeur. B, à la date où l'acceptation est envoyée. Et E, oh là là, je suis désolé, c'est vraiment impardonnable. Troisième faute d'orthographe, est envoyée. Et E, au vendeur. Alors, question 15. Est-ce que le contrat électronique est conclu au moment où l'acceptation parvient au vendeur ou au moment où elle est envoyée au vendeur? Dans le cas où il y a un petit délai, ça peut arriver. Réponse. Alors, Alissa me dit réponse B. Feriel me dit réponse A. Yasser me dit réponse A. Morgane me dit réponse B. Vous n'êtes pas d'accord. Mohamed me dit réponse B. Lucie aussi. Aïcha A. Aïcha a épinglé sa réponse. Non, Lisha, pardon, excuse-moi. Je ne sais pas si ça concerne cette question, mais en tout cas, non. Visiblement non, puisque tu réponds par ailleurs. Réponse B, Lisha. Francis me dit B, Amine B, Stéphanie A. Vous n'êtes pas d'accord du tout. Grande controverse autour de cette question 15. Et la réponse, c'était la A. Le contrat, je vous le rappelle, se forme par l'échange des consentements, c'est-à-dire la rencontre d'une offre et d'une acceptation, et c'est à la date et au lieu où l'acceptation parvient au vendeur que le contrat est conclu, et non pas à la date à laquelle elle est envoyée au vendeur, et c'est donc bien la réponse A qui était la bonne réponse. Question 16, toujours dans une vente en ligne. Si l'acquéreur se rend compte que le bien ne correspond pas à ses attentes, peut-il le retourner et en demander le remboursement? A, non. B, oui, pendant 7 jours. C, oui, pendant 14 jours et uniquement s'il n'a pas ouvert l'emballage. Oui. D, oui, pendant 14 jours et uniquement si le vendeur est un professionnel. Alors, question 16, là encore, une question qui tombe souvent, les contrats électroniques, c'est tout à fait un thème qui est dans l'air du temps. Comme vous le savez, chez ProConta, on scrute de très près les évolutions des programmes pour l'UE1 et l'UE4. On regarde de très près ce qui est tombé dans les annales ces dernières années et on essaie de deviner, de sentir les sujets qui sont dans les questions, les thèmes qui sont dans l'air du temps et de vous préparer précisément sur ces thèmes-là. L'objectif, c'est que vous ayez une bonne note à l'UE1 et à l'UE4 et pour ça, il ne faut pas
forcément essayer de vérifier que vous savez tout, mais que vous savez l'essentiel. Alors, les réponses arrivent-elles? Oui, ça y est. JS, je crois que c'est la première participation de JS, on peut la saluer, me dit réponse D. Quentin, D. Julie, D. Nicolas, Alissa, Justine, D. Yasser me dit A. Lisa me dit D. Pierrick D. Bon, vous êtes globalement assez d'accord pour dire D, sauf Mérida Bertrand qui pense que c'est la réponse C. Eh bien, vous aviez raison. La réponse est oui. Pendant 14 jours et uniquement si le vendeur est un professionnel, c'était la réponse D. Question 17. Un commissaire à la fusion peut-il aussi être un CAC? Réponse A, oui. Réponse B, non. C'est contraire aux règles de déontologie. Pardon, hein, c'est un petit peu tronqué ces textes, mais vous arrivez à me lire et c'est le plus important. Allez, on arrive au bout de ces questions et après je ferai un peu d'entraînement avec vous. 17. B me dit Alissa, B me dit Elani, B me dit Sarah, mais A me dit Coralie. Yasser me dit B, Nicolas me dit B. Donc pour l'instant, il n'y a qu'Elani qui m'a dit B et non, Elani et Alissa qui disent B. Tous les autres me disent Pardon, excusez-moi. Tout le monde me dit B, sauf Coralie qui dit la réponse A. Voilà. Pierrick B, si c'est bien dans la même société. Ferial, oui, me répond A. Lucie, A. Eh bien, il y a une petite subtilité que Pierrick avait tout à fait repérée. Bravo Pierrick. Oui, c'est possible, mais pas s'il est le CAC d'une des sociétés concernées par l'opération. Absolument. Rien ne s'oppose à ce qu'un commissaire à la fusion soit aussi CAC, si c'est dans des opérations différentes. Simplement, il faut le savoir, on ne peut pas, sur une même opération, être le CAC de l'entreprise qui va fusionner avec une autre, tout simplement. Bravo à Pierrick et à tous ceux qui ont répondu la réponse A. Question 18. Quelle est la différence entre une participation et une filiale? Question qui est tombée là encore récemment dans lieu 1, en droit des sociétés et droit des groupes de sociétés en particulier. Réponse A. Une participation est une société dont au moins 10% et au maximum 50% du capital est détenu par une autre. Une filiale est une société détenue à plus de 50% par une autre société. Réponse B. Une participation est une société dont au moins 10% et au maximum 99% du capital est détenu par une autre. Une filiale est une société détenue à 100% par une autre société. Alors, quelles sont les réponses pour cette question 18? Ferial me répond A. Bintou et Coralie sont d'accord avec Ferial pour dire que c'est la réponse A. Jennifer est d'accord, Quentin est d'accord, Matt également, Morgane également, Yasser également, eh bien, Justine également. Vous avez, je vous l'annonce, tous raison. Personne n'a répondu B. Eh bien, c'était bien la réponse A. Rayon de soleil qui vient de nous rejoindre a également raison. Une participation. C'est une société dont au moins 10% et au maximum 50% du capital est détenu par une autre. Une filiale est une société détenue à plus de 50% par une autre société. Et question 19, qu'est-ce qu'une garantie d'actifs et de passifs? A. Une garantie protégeant l'acquéreur d'une société contre toute diminution des actifs ayant une origine antérieure à la cession. B. Une garantie protégeant les créanciers d'une société contre une dépréciation de ses actifs. Et après la question 19, on va passer à des rapides cas. Est-ce que les réponses pour la 19 arrivent? Pierrick me répond A. Et est-ce que c'est le seul à répondre? Non, Francis me répond A. Allez, j'avance un peu, vous avez tous raison, c'était tous les deux en tout cas, et Jennifer aussi, c'était bien la réponse A. Dans le cadre de la reprise de société par rachat de titres, il est d'usage de prévoir une clause de garantie d'actifs et de passifs, on appelle ça une GAP, au profit de l'acquéreur, pour qu'il puisse être couvert contre toute diminution des actifs ayant une origine antérieure à la cession. Alors, un petit cas maintenant pour appliquer vos connaissances. Vous savez qu'on aime bien chez ProConta faire des entraînements comme ça en direct. Après les connaissances, la mise en situation, c'est pas l'objet ce soir de ce quiz
de faire de la mise en situation, mais quand même, je ne résiste pas à vous montrer quelques cas. Je vous rappelle qu'il va falloir poser la question de droit. Le problème de droit, c'est l'étape numéro 2, même si ce n'est pas une étape obligatoire qui est attendue dans vos devoirs. C'est bien de le faire avant de poser la règle applicable et l'application au cas. J'en ai déjà parlé 10 fois. Je vais passer rapidement au-delà de ce point de méthode pour vous lire ce petit exercice. Henri, président de la SAS Sunset, spécialisé dans l'installation de panneaux solaires, a été approché par la société Usinor qui souhaite équiper les toits de ses nombreuses usines. Un protocole d'accord a été signé, précisant le nombre de panneaux et des premières indications de prix, mais pas la date de livraison qui devait être précisée dans le contrat définitif. Usinor, ayant brutalement changé de stratégie énergétique, décide finalement de rompre les négociations. Que peut demander Henri? Alors là, ce qui est important, c'est de bien formuler le problème de droit. Quand on vous demande ce que peut demander Henri, il faut que vous vous demandiez si le contrat a eu lieu, a été conclu ou pas. Et donc là, il faut analyser les faits précisément. Vous voyez qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole d'accord? Est-ce que c'est le contrat en question? Est-ce que c'est un avant-contrat? C'est pas très clair. Et souvent, les sujets sont rédigés ainsi. Il faut que vous formuliez vous-même des hypothèses. On sait qu'il y a un nombre de panneaux, des indications de prix, mais pas la date de livraison, donc qui devrait être précisée dans le contrat définitif. Tout ça laisse penser que le contrat définitif n'a pas été conclu. Qu'est-ce qu'il peut demander Henri? Eh bien, la question, le problème de droit, finalement, c'est le suivant. Un changement brutal de stratégie peut-il être qualifié de manquement à l'obligation de négocier de bonne foi? Puisque vous voyez qu'Usinor a brutalement changé de stratégie. Et là, eh bien, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que des pourparlers ont été engagés, que ces pourparlers n'ont pas débouché sur un contrat définitif, c'est ce qu'on vous explique, et que donc, il n'y a pas ici d'exécution forcée du contrat, puisqu'il n'y a pas eu de contrat. Il y a eu une rupture des négociations. Est-elle abusive? Eh bien, c'est ce qu'on va vous demander, parce que le changement brutal de stratégie, à vous de dire s'il est abusif ou pas. Quand on dit brutal, on peut laisser penser que c'est effectivement une rupture abusive. Et donc, que peut demander Henri? Eh bien, il peut le demander, des dommages et intérêts. Il ne peut pas demander, Henri, que le contrat soit forcé. Il ne peut pas demander non plus d'obtenir tout ce qu'il aurait gagné avec ce contrat, mais il peut demander le remboursement des frais engagés pour les pourparlers, c'est-à-dire les frais d'avocat, les frais de conseil, etc. etc. Question suivante. La SAS Luxor va de mal en pis et Marilyn, sa gérante, doit régler 500 000 € à ses fournisseurs sous 10 jours. Elle dispose de 230 000 € sur ses comptes courants et sur ses comptes d'épargne, 100 000 € en bourse et doit recevoir 70 000 € de la part d'une agence de voyage qui vient de lui acheter des nuitées d'hôtel. Le compte n'y est pas, mais dans la mesure où la valeur immobilière de ces hôtels est estimée à 1 million d'euros et les fonds de commerce à 500 000 €, elle n'est pas inquiète. Doit-elle se déclarer en cessation des paiements? Ça, c'est l'application directe de la règle qu'on a vue tout à l'heure et à laquelle tout le monde a bien répondu. Qu'est-ce qu'on entend comment calcule-t-on finalement la cessation des paiements? Comment calcule-t-on l'actif disponible? Eh bien là, la question qu'il fallait se poser, c'est un immeuble et un fonds de commerce peuvent-ils être comptabilisés dans l'actif disponible? Vous voyez que si on les comptabilise, elle ne doit pas se déclarer, Marilyn, en cessation des paiements, puisqu'elle a 1,5 million tout d'un coup de plus dans son actif disponible, et donc c'est largement supérieur à son passif exigible, qui est de 500 000 €. Si en revanche, on refuse de prendre en compte l'immeuble et le fonds de commerce dans l'actif disponible, alors elle doit se déclarer en cessation des paiements. Et vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, les biens immeubles et le fonds de commerce ne sont pas immédiatement disponibles, donc ne peuvent pas être pris en compte. Donc Marilyn doit bel et bien se déclarer en cessation des paiements. Alors, je fais une dernière petite question, j'ai un dernier cas. Marilyn se résout à déclarer l'état de cessation des paiements. La semaine suivante, face à d'incessantes demandes de paiement de Rapetou, un de ses fournisseurs les plus agressifs,
Marilyn propose au gérant de Rapetou de passer 2 semaines avec sa femme en août dans la suite de luxe de son hôtel de Nice, en contrepartie de l'extinction de la dette de Luxor envers Rapetou. Ce paiement est-il valable? Et la question que cela pose, c'est la question d'un paiement en nature commis pendant la période suspecte. Est-ce que c'est un acte anormal devant être annulé? Et là, c'est évidemment, comme vous l'avez compris tout à l'heure, quand on en a parlé, les actes accomplis pendant la période suspecte sont nuls de plein droit s'ils sont considérés comme anormaux, comme c'est le cas ici. Et puis par ailleurs, on a un abus de bien social, évidemment, ici, qui est commis par qui? Par le créancier, le gérant de Rapetou, en acceptant de se faire payer comme ça personnellement pour éteindre la créance de sa société, commet un abus de bien social. Alors, merci de m'avoir suivi. Un mot pour aller plus loin dans votre préparation. Notre objectif, c'est de vous faire réussir l'UE1 et l'UE4. On a 4 mois pour ça devant nous. C'est pour ça qu'on fait des préparations intensives. Si vous nous rejoignez, vous avez accès dès votre inscription à votre préparation au début de vos cours. Et cette préparation va aller jusqu'au 22 octobre prochain, donc juste avant les épreuves. Comment se déroule la préparation? C'est simple, vous avez les programmes de l'UE1 et de l'UE4 expliqués en vidéo courte et synthétique, avec des documents de cours qui sont complets et pratiques. Vous avez des lives d'entraînement, vous avez des lives de méthodologie, vous avez une épreuve blanche également dans chacune des 2 UE. Si vous vous inscrivez à l'UE1 et l'UE4, vous ferez 2 épreuves blanches. Ces épreuves blanches seront pas simplement corrigées en live avec nos professeurs, mais seront aussi corrigées individuellement. Vous aurez la correction vidéo de votre copie qui vous permettra de comprendre là où vous avez gagné des points, là où vous en avez perdu. Vous pouvez vous inscrire chez nous, si vous ne l'êtes pas encore, vous découvrirez nos professeurs qui sont spécialistes de l'examen. Vous allez pouvoir avoir une démonstration, si vous voulez, de ce qu'on fait et de comment on prépare nos élèves en vous rendant sur notre site. Vous y trouverez également les nombreux témoignages d'anciens élèves passés par Proconta qui sont, je trouve, les meilleures paroles de ce qu'on fait. Vous allez voir tous ces élèves qui nous remercient et qui précisent, expliquent pourquoi ils ont beaucoup aimé notre préparation. Ce que je peux aussi faire, c'est, si vous souhaitez vous faire une petite démonstration de à quoi ressemble la plateforme, si vous vous inscrivez chez nous, eh bien c'est très simple. En allant sur le site Proconta, vous n'aurez qu'à vous inscrire, vous connecter sur l'espace vidéo. Là, j'ai déjà rentré mes codes, donc il me reconnaît directement. Vous avez les prochains rendez-vous en live et qui sont indiqués ici, mais vous avez surtout que vous pouvez faire défiler. Donc tous les lives sont déjà programmés, avec des lives de méthodologie, des lives d'entraînement, vous voyez. Mais vous avez également en dessous tous les cours qui sont accessibles en replay. Donc, il y a de la méthode, il y a du contenu. Si je regarde en droit des contrats, par exemple, vous avez ici un cours sur l'offre avec votre professeur ici, ou sur l'acceptation. Si je clique dans le cours, on retrouve ici non seulement la vidéo, mais aussi la fiche du cours. Et ce sont des cours qui sont courts. Vous voyez, 13 minutes ici pour tout savoir sur l'offre. On a maillé comme ça le programme en insistant sur les points les plus importants. Je vous signale que vous avez encore 15 jours, 14 pour être précis, pour profiter d'une remise sur cette offre de dernière ligne droite pour l'UE1 et pour l'UE4. Profitez-en. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez profiter aussi de votre CPF si vous en avez pour vous inscrire chez Proconta. Je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir autant participé dans le live. C'est toujours beaucoup plus agréable de voir que vous êtes au taquet, que vous êtes là, présent pour répondre aux questions. Merci Storey, merci Amine, merci Claudia, Stéphanie, Mérida, et on se retrouvera régulièrement pour des lives d'entraînement d'ici octobre prochain, avec surtout maintenant des exercices, des cas pratiques, des mises en situation, comme vous l'avez pu constater à la fin. C'est pas la même chose de savoir, d'avoir l'information et de répondre à des petits quiz, des petits QCM ABC, et de savoir appliquer ces connaissances dans le cadre de cas pratiques concrets. Parfois, c'est déstabilisant, on voit pas tellement où les rédacteurs du sujet veulent en venir, et pourtant, il va falloir que vous arriviez à mobiliser vos connaissances que vous avez, vous l'avez prouvé, vous avez des connaissances qui sont en nombre suffisant, mais il faut savoir les mobiliser, les restituer dans le cadre d'une méthodologie qui est celle qui est attendue
par les correcteurs. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler chez ProConta avec vous dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt sur ProConta.